Bonjour, je me présente, je suis Camille Ladouceur, travailleuse sociale au Sentier. Aujourd'hui, je vais vous présenter non seulement notre organisme Le Sentier qui est situé à Mirabel, mais particulièrement aussi les particularités là, de la clientèle qu'on dessert, qui est les anciens militaires des Forces armées canadiennes. Donc, pour débuter, petit fait saillant là, au niveau des statistiques, donc pour les vétérans au Québec. Donc, en 2021, on recense plus de 125 000 vétérans au Québec seulement. Dans le fond, c'est la province du Québec et de l'Ontario là, qui vont recenser le plus de vétérans dans leur province. Pour être considéré comme vétéran, là, c'est souvent un préjugé favorable qu'on peut avoir pour cette clientèle-là. On va penser que les vétérans, c'est des personnes qui ont fait la guerre, qui ont été sur le terrain. Par contre, pour être considéré comme un vétéran, faut avoir fait seulement son entraînement de base de 8 semaines, puis ensuite de ça, être libéré. Je pourrais l'expliquer un peu plus tard là, ce que c'est, mais être libéré de mention honorable et non déshonorable. Par rapport là, au recensement du 125 000 vétérans au Québec, 13% c'est des femmes et la moyenne d'âge actuelle, là, elle est de 61 ans. Ça se représente aussi beaucoup au niveau de notre organisme, le Sentier, là, la moyenne d'âge est aussi là, dans la cinquantaine, soixantaine. Puis, on remarque que justement, un vétéran sur quatre va éprouver des difficultés psychosociales dans les 5 ans qui vont être libérés des Forces armées canadiennes. Donc, pour le sentier, notre histoire, là, initialement, on était à la maison Bielair, qui était à Montréal. Elle a été fondée là, à la suite de la Première et Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que c'était situé plus au niveau d'un hébergement. C'était là le besoin des vétérans à ce moment-ci. Et au fur et à mesure là, qu'il y a eu des vétérans qui ont été libérés en lien avec la guerre en Bosnie puis l'Afghanistan, ils ont remarqué que les besoins des vétérans étaient différents. Le besoin, oui, il était encore au niveau de l'hébergement, mais il était plus au niveau d'un accompagnement complet, de A à Z, pouvoir être référé, d'être vraiment, avoir un point de repère là, pour des services généraux pour après ça être réorienté. Donc, la maison Bielair a lancé en fait la maison de transition Le Sentier. Donc, voici d'où nous partons. Notre mission, en fait, là, c'est vraiment d'offrir un accompagnement puis du soutien aux vétérans tout au long de leur transition. En fait, une transition, là, c'est tout au long de leur vie. Donc, pas nécessaire, en fait, là, du vétéran de venir nous contacter pour avoir accès aux services tout de suite après avoir été libéré. En fait, là, ça peut être un 5 ans, un 10 ans après. Souvent, les personnes vétéranes, ils vont libérer, vont se réinsérer dans la vie civile. Puis un jour, il va avoir un déclencheur qui va venir éveiller en fait tous les symptômes. Puis il peut nous contacter à ce moment-là sans problème. Donc, peu importe au moment de sa transition, il peut nous contacter pour qu'on puisse l'accompagner. Nos valeurs, je mettrais un accent au niveau du partenariat. Là, on tente principalement justement de sensibiliser les organismes communautaires des régions du Québec sur la clientèle vétérane, leurs particularités, pour justement là, au niveau de nos valeurs, faire de la sensibilisation puis de la prévention à ce que leur réinsertion se fasse le plus facilement possible, que ça soit vraiment un succès pour eux et que ça soit pas quelque chose qui soit difficile de se réinsérer à la vie civile. Donc, un peu le pourquoi qu'on souhaite présenter aujourd'hui notre organisme avec Développement social Laurentide pour justement les sensibiliser sur cette clientèle-là, puis sensibiliser sur les bonnes pratiques à avoir aussi. Donc, justement, là, j'ai changé la diapositive, là, mais au niveau de nos axes de travail, la prévention, autant au niveau des organismes, mais aussi auprès des vétérans, leur donner des bons outils pour qu'il y ait vraiment une bonne transition adéquate. Intervenir quand nécessaire, justement, quand ils vivent des épreuves face à leur transition. Et la sensibilisation auprès des organismes, c'est quand même nouveau là, qu'on essaie de faire la sensibilisation auprès des organismes pour leur donner ces informations-là.
Mais justement, c'est vraiment important pour nous là, d'éveiller la conscience publique par rapport à avoir les bonnes pratiques pour les vétérans. Maintenant, au niveau plus large sur la clientèle, les vétérans, comment ça fonctionne sur la base militaire? En fait, là, ça va être euh, leur milieu où est-ce qu'ils vont autant habiter, qu'ils vont avoir aussi accès à une cafétéria, par exemple, et vont avoir accès à tout ce qui est services psychosociaux, médical aussi, là. Donc, ils peuvent avoir des rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin aussi. Ça leur tente pas de se faire à manger nécessairement, mais il va avoir la cafétéria qui est à leur disposition aussi. Donc, quand ils vont recevoir une libération, en fait, il y a deux volets à une libération. Donc, il y a le volet qui est volontaire et la libération qui est médicale. Je vais départager les deux, là, la différence. En fait, la libération qui est volontaire, c'est le militaire, en fait, qui va décider de quitter les forces armées canadiennes. Et il va aussi avoir le volontaire caché. Donc souvent, ce qu'on va constater, c'est au travers des abus de pouvoir de la hiérarchie dans les forces armées canadiennes, le militaire va être poussé, va être fortement suggéré, en fait, là, à quitter les forces armées canadiennes de façon volontaire. Et il va aussi avoir la partie là, de la purge qu'on appelle, là, c'était la chasse aux LGBT dans les forces armées canadiennes. J'ai glissé là justement un lien si vous souhaitez aller le consulter sur un documentaire de Fruit Machine qui est vraiment intéressant. C'est un très bon documentaire qui explique justement qu'est-ce que c'était la chasse aux LGBT dans les forces armées canadiennes. Donc, ces personnes-là, dans les forces armées canadiennes, vont avoir été incitées à quitter les forces de manière volontaire cachée. Donc, c'est pas mal ça pour la libération qui était volontaire. La libération médicale, ben là, on a deux volets. On a la libération médicale qui est pour les blessures physiques et blessures psychologiques. Donc, en raison de ces blessures-là, le militaire va être identifié comme n'étant plus déployable pour les forces armées canadiennes. Donc, ça, c'est un très grand deuil à vivre là, pour les militaires. Le mot non déployable aussi il est très lourd de sens, il est très percutant aussi. Euh, donc c'est pour tout ce qui est blessures physiques, mais là on en comprend, c'est vraiment des blessures physiques comme une qu'on n'est pas en mesure, tu sais, de retrouver un bon rendement quotidien. Sinon, tout ce qui est blessure psychologique va rentrer là-dedans le trouble du stress post-traumatique et dépression, ça en fait partie, difficulté d'adaptation aussi. Donc, ça va être évalué par un médecin sur la base et va être considéré comme devant être libéré médical. Ça va créer quand même beaucoup de méfiance envers les organisations à force d'avoir, ben pas à force en fait, là, en raison d'avoir eu ce diagnostic-là aussi. Euh, les militaires vont beaucoup aussi vouloir, en fait, ils ont un grand besoin de servir leur pays, donc de savoir qu'ils ne sont plus déployables, ça va être très percutant pour eux. Nouvellement, là, pour les forces armées canadiennes, il va y avoir un groupe de transition. C'est un programme qui est volontaire, qui dure 2 ans qui va être sur la base militaire où est-ce que le vétéran va être préparé à être libéré pendant 2 ans. Fait que c'est là qu'il va obtenir une réadaptation à la vie civile, des informations sur les différents organismes qui peuvent l'aider et donner des outils aussi là, pour avoir une bonne réinsertion. Le bémol, c'est vraiment un très très beau groupe de transition qui est vraiment utile. Toutefois, c'est pas tous les vétérans qui sont disponibles mentalement pour recevoir toute cette information-là. Euh, donc, c'est le bémol qu'on veut ajouter. C'est ça, le groupe qui est super pertinent, mais c'est ça, des fois, d'avoir toute cette information-là qui provient aussi là, d'un groupe de transition qui est identitaire aux Forces armées canadiennes. Des fois, les vétérans peuvent prendre un pas de recul sur l'information qui est transmise.
Donc, au niveau des enjeux pour la libération, il y en a deux principalement, donc au niveau psychosocial et administratif. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, pour comment ça fonctionne sur les bases militaires, c'est vraiment un endroit où est-ce que on va avoir la maison, où est-ce qu'ils habitent. Souvent, la famille va être là aussi. Puis, tout dépendant là, des différentes bases. Puis, ça va être un endroit qui vont avoir accès à différents services. Donc, ils vont être pris en charge. C'est un endroit aussi qui est très rigide, qui est très protocolaire aussi, qui ont une très grande routine. Donc, lorsqu'ils vont être libérés des forces armées canadiennes, vont vivre des enjeux dans la vie civile, où est-ce que, justement, euh, ils vont être confrontés justement à un quotidien qui est pas protocolaire, qui est pas routinier non plus. Ils vont avoir plus de liberté aussi. Donc, ça peut quand même apporter une perte de repères beaucoup là, lors de la libération. C'est vraiment ce qui nous a été expliquer là, c'est que en arrivant dans la vie civile, la perte de repères est vraiment grande, autant au niveau, oui, de la routine, mais oui, de devoir dealer avec tout ce qui est des enjeux psychologiques, les enjeux physiques aussi de la libération, mais aussi qui vont être confrontés à une collective, en fait, une vie civile qui est plutôt dans l'individualisme plutôt que dans le collectif. Donc, dans la vie militaire, là, ça fait partie de ce qui est enseigné aux militaires, c'est de toujours penser à la collectivité, à tous les frères et sœurs d'armes, plutôt que de penser à sa personne seulement. Donc, ils vont être confrontés quand même à une vie civile qui est plutôt individualiste, où est-ce que on travaille pas nécessairement en collectivité. Donc, ça va être très confrontant pour eux. Il y a vraiment un décalage, de, comme expliqué, là, dans la réintégration à la vie civile. Puis justement là, moi j'ai certains clients qui m'avaient dit, écoute Camille, moi j'ai vraiment besoin d'apprendre à parler avec les civils. Le langage va être différent entre civils, entre militaires envers civils que entre militaires entre eux. Euh, il va y avoir un décalage autant à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment de réapprendre à comment ça fonctionne. Puis, ça va demander énormément d'adaptation. Autant que dans leur travail militaire, ils vont être enseignés, en fait, là, à beaucoup s'adapter à n'importe quelle situation. Euh, mais là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de leur énergie, de leur jus, là, pour s'adapter à cette vie civile-là, en plus qui ont tous justement ces enjeux-là psychologiques et physiques. Au niveau des deuils, ils ont plusieurs deuils à vivre, là, autant au niveau des limitations, excusez-moi, psychologiques et physiques reliées autant à l'emploi qu'aux tâches au quotidien. Devoir se réapproprier leur propre corps, se respecter dans leurs nouvelles limitations, plutôt que de travailler, de terminer leur tâche, ils vont être habitués justement à avoir une tâche puis de la terminer de A à Z, tandis que là, ils vont être confrontés à peut-être devoir arrêter à F, tu sais, de pas la compléter tout au complet, là. Sinon, au niveau du deuil, il y a aussi la remise de l'uniforme. Donc, lors de la libération, ils vont être amenés à aller porter leur uniforme avant de quitter la base, avant de quitter les forces armées canadiennes. Donc, on peut penser justement que cet uniforme-là, c'est le sentiment d'appartenance, c'est d'identité. Donc, de remettre son identité même, puis de devoir la laisser, ça va être une très grande perte de repères. Donc, souvent, les vétérans vont aller chercher à se reconstruire cette identité-là, ou se réapproprier, s'ajuster dans son identité, mais en étant dans la vie civile. Et vient aussi le deuil des frères et sœurs d'armes, les, euh, les personnes qui ont perdu au travers de leur service militaire. Justement, on a le 11 novembre qui arrive, donc je vous encourage fortement à aller vous chercher votre coquelicot, puis prendre un temps pour réfléchir aux personnes qui ont servi notre pays. La dernière notion là, pour les enjeux psychosociaux, on a la notion du préjudice moral. Ce qui est un préjudice moral, c'est lorsque
On va avoir nos propres valeurs, nos propres convictions dans la vie, mais que justement, à cause d'un événement X dans les forces, principalement, là, je parle des forces aujourd'hui, mais on va être amené à aller à l'encontre de nos propres convictions, nos propres valeurs sous, en fait, pour pouvoir respecter, en fait, ce qui avait été donné comme ordre, si on veut. Donc, justement, là, lorsqu'une personne a le sentiment d'avoir fait quelque chose à l'encontre de ses propres convictions, c'est un événement qui est potentiellement préjudiciable sur le plan moral. Ça peut être dû à sa propre action ou inaction. Donc, le fait de ne pas agir ou de agir à l'encontre de ses valeurs, ou même être témoin de gestes posés par une autre personne. Donc, voici pour les préjudices, les enjeux psychosociaux. Pour ce qui est de la clientèle, au niveau des enjeux administratifs, comment ça fonctionne? C'est que toute personne qui a été libérée de façon honorable des Forces armées canadiennes peut avoir accès à faire des demandes auprès de Anciens combattants Canada. Anciens combattants Canada, c'est une entité gouvernementale qui vient accompagner les vétérans à tout par rapport aux indemnités qui sont psychologiques et physiques. Donc, Anciens combattants Canada, on peut faire une première demande autant pour avoir l'indemnité physique, psychologique, puis la demande va beaucoup ressembler, si on veut, là, au formulaire IVAC. Par contre, ça peut être assez confrontant pour le vétéran de réexpliquer un événement qui est assez traumatisant pour lui, mais de façon par papier. Donc, nous, on va être habilité de l'accompagner dans ça. Et par rapport aux indemnités qui peuvent avoir droit, justement, là, on a l'indemnité financière pour les blessures physiques et psychologiques en lien avec en lien avec le service. Le programme de réadaptation au travail. C'est un programme qui existe, qui est aussi jumelé avec le programme de remplacement de revenus, qui va venir en fait évaluer là, si le vétéran est en mesure de retrouver de se réhabiliter dans la vie civile au même niveau qu'il était dans les Forces armées canadiennes. Donc, ça va être à évaluer aussi de façon autant physique que psychologique en fonction des demandes qu'il fait. Euh, Faut dire que la clientèle aussi, là, j'en ai pas parlé un peu plus tôt, mais c'est une clientèle qui malheureusement va être surreprésentée dans l'itinérance. Euh, Souvent, de se retrouver un milieu de vie, de se retrouver un travail, alors qu'on a des repères quand même assez rigides des Forces armées canadiennes, ça va être très confrontant pour eux. Euh, donc, souvent, ils vont se représenter dans l'itinérance. Il existe justement, ils devraient pas, en fait, là, ces personnes-là, se retrouver dans l'itinérance dans le sens qu'ils ont accès à beaucoup d'indemnités, comme je vous ai expliqué, pour Anciens combattants Canada. Souvent, ça va être représenté par des indemnités plus au niveau de l'aspect psychologique et physique, mais ils ont accès justement à des fonds d'urgence. Donc, tout vétéran qui n'a pas nécessairement d'indemnité psychologique et physique reconnue par Anciens combattants Canada peut avoir accès à des fonds d'urgence si je me trompe pas, de 2500, si je me trompe pas, par année, qui est renouvelable. Donc, c'est ça au niveau des fonds d'urgence qui sont accessibles pour les vétérans. Euh, Si je reviens un peu plus tôt par rapport au formulaire, dans le fond, dans le formulaire qui ressemble beaucoup à IVAC, il faut venir décrire en fait l'événement, la condition en fait là, qu'on veut aller chercher. Donc, ça peut être une condition, par exemple, de blessure au dos. Puis, il faut expliquer justement c'est quoi les conséquences qu'on vit actuellement par rapport à cette blessure-là au dos. Et il faut absolument faire le lien avec le service militaire. Donc, expliquer avec des faits qu'est-ce qui est arrivé dans notre service qui nous a créé une blessure au dos. Souvent, cette première demande-là va être refusée en fait là, par Anciens combattants Canada en raison que ce lien-là avec le service militaire n'est pas fait ou n'est pas clair. Fait que nous, on va justement les accompagner à vraiment bien faire ce lien-là avec le service militaire pour augmenter les chances que ça soit accepté auprès de Anciens combattants Canada. Euh,
Donc, c'est pas mal ça au niveau des différents formulaires. Pour la blessure de stress opérationnel, ce que on va remarquer en fait là, que BSO, là, donc la blessure de stress opérationnel, va être similaire au niveau des symptômes que le TSPT, le trouble de stress post-traumatique. Par contre, ce n'est pas un diagnostic, là, la blessure de stress opérationnel, mais ça va être en fait là, à force d'être exposé à des pratiques qui peuvent induire que tu pourrais mourir. Donc, euh, en fait, de toujours être exposé à des pratiques qui, dans le fond, de se pratiquer à quoi faire pour ne pas mourir ou quand on est exposé à une situation où est-ce qu'on pourrait mourir, ben, qu'est-ce qu'on doit faire à la place pour pouvoir survivre. Donc, à force que ça soit répété comme ça, c'est là que la blessure de stress opérationnel va être identifiée. Fait que c'est pas nécessairement des personnes qui vont être déployées, en fait, là, qui vont avoir cette blessure-là. Ça peut être des personnes qui sont autant dans la réserve que dans la régulière, qui peuvent avoir pas ce diagnostic-là, mais peuvent avoir cette blessure de stress opérationnel. Il y a aussi, en fait, là, la clinique de gestion de la douleur qui est à Sainte-Anne, qui est un hôpital pour les vétérans. Clinique de la gestion de la douleur qui ont aussi la clinique blessure de stress opérationnel qui vont donner accès à des services aux vétérans. C'est sûr qu'il faut passer là, au travers de Anciens combattants Canada là, pour y avoir accès. Et ils ont toujours des remboursements pour les services qu'ils peuvent recevoir par la Croix-Bleue. Pour revenir là, au formulaire, j'en rajoute toujours, mais pour les formulaires, là, dès qu'on fait une demande auprès d'Anciens combattants Canada pour des conditions qui sont psychologiques, euh, en fait, le vétéran a accès à un 2 ans de suivi psychologique qui est remboursé. Donc, pour justement aller chercher les diagnostics, avoir un support psychologique aussi rapidement. Donc, ça, c'est un beau programme qui a été lancé par Anciens combattants Canada. Donc, au niveau des enjeux là, pour la clientèle, ben, ce que je peux relever, c'est bien sûr compléter les formulaires, c'est de raviver en fait le traumatisme. Euh, donc, c'est revictimisant justement de compléter les formulaires. Fait que nous, on va offrir ce soutien-là. Mais aussi, ouvrir un dossier Anciens combattants Canada, c'est pas tous les vétérans qui sont informés par X raisons, là, en fait, qui peuvent avoir accès à ces services-là, à certaines indemnités. Donc, nous, on va pouvoir recenser justement ce qui nous explique avoir une bonne évaluation pour bien l'orienter après ça, là, avec nos connaissances, bien sûr, auprès de Anciens combattants Canada. Donc, de composer avec le système, des fois, c'est des multiples appels auprès d'Anciens combattants Canada, des multiples appels auprès de la Croix-Bleue, fait que nous, on va les accompagner là-dedans pour leur enlever justement cette pression-là qu'ils peuvent avoir. Euh, je vais juste m'assurer. Donc, fait que c'est pas mal ça. Il y a aussi le point là au niveau administratif que les vétérans sont confrontés à la même chose que les civils, dans le sens qu'ils doivent trouver un médecin de famille. Donc, sont confrontés justement à devoir faire cette recherche-là, puis être confrontés à ce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins de famille justement au Québec, là. Fait que cet enjeu-là, c'est qu'on va pouvoir les accompagner. Donc, les impacts, en fait, là, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup d'isolement. Donc, souvent, les vétérans, ils vont avoir de la difficulté à s'identifier eux-mêmes comme étant des vétérans. Donc, vont eux-mêmes avoir leur propre préjugé envers eux par rapport à ce qu'un vétéran, ben, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Mais non, en fait, là, c'est vraiment une personne qui a fait son 8 semaines d'entraînement. Donc, ça peut être autant des personnes qui sont dans l'administratif, qui sont dans tout ce qui est médecins et dentistes, là, vont être considérés aussi comme vétérans lorsqu'ils vont être libérés. Euh, donc, au travers de cet isolement-là, souvent ce qu'on entend là, chez les vétérans, c'est qu'ils souhaitent s'isoler le plus loin possible, avoir leur petit shack dans la forêt, puis faire leurs propres choses, ne pas ne pas se rallier justement à cette société-là qui est
discordantes avec leurs propres valeurs. Donc, l'isolement, la dépendance, ça en fait partie là, des symptômes. La pauvreté, malgré qu'ils ne devraient pas être en situation de pauvreté avec les indemnités qui peuvent y avoir accès. La détresse psychologique, la non-collaboration avec le personnel médical. Donc, nous, c'est ce qu'on va souvent suggérer aux intervenants, aux organismes, c'est justement d'accompagner le vétéran, de faire le petit pas de plus qu'on n'aurait peut-être pas fait avec la clientèle civile, de vraiment les diriger vers nous, les diriger vers les bonnes ressources plutôt que de seulement donner un dépliant. Parce que justement, au travers de la méfiance, ils prendront pas nécessairement le téléphone pour contacter les différents organismes et aller chercher de l'aide, ou bien ils sont vraiment au bout du rouleau là, quand ils nous contactent. Donc, par cette méfiance-là, nous, on vous encourage fortement à faire ce petit pas-là de plus. La désaffiliation avec les forces armées canadiennes, l'hypervigilance, là, qui est autant un symptôme en soi là, des personnes qui ont été dans les forces armées canadiennes, que c'est aussi un symptôme pour les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique. La victimisation, les victimes en fait d'infractions à caractère sexuel. Donc, on a relevé justement des statistiques qui démontrent qu'il y a davantage, en fait, que certaines situations où est-ce qu'il va y avoir des événements d'infractions à caractère sexuel dans les forces armées canadiennes, pas nécessairement entre frères et sœurs d'armes, mais plutôt au niveau de la hiérarchie. Donc, ça fait partie des impacts. Concernant les femmes dans les forces armées canadiennes, ben il y a le double standard. Donc déjà là, il y a le standard d'être une femme, donc de devoir se prouver davantage que les personnes identité de genre masculin. Puis en plus de ça, on est dans un milieu où est-ce que ça va être principalement des hommes, donc il va y avoir le double standard de devoir de travailler davantage là, pour avoir la même équivalence qu'un homme. Les femmes, ça va être le corps qui vont être victimes d'infractions à caractère sexuel. Il y a vraiment peu d'études en ce moment-ci là, sur les répercussions auprès des femmes dans les forces armées canadiennes. Le risque suicidaire auprès de la clientèle vétérane va être plus élevé que celle civile, mais la clientèle vétérane, pour les femmes, le risque suicidaire va être plus élevé aussi. La transition va être difficile. Il va y avoir vraiment un plus grand décalage. C'est ce qu'on remarque par les oui-dire, là, c'est que le décalage va être plus grand auprès des femmes. Et justement, les victimes d'inconduite sexuelle, malheureusement, ils vont devoir se prouver plus en plus d'avoir le double standard. Justement, puisque la victimisation se produit davantage dans la hiérarchie que plutôt entre frères et sœurs d'armes. Habituellement, justement, entre frères et sœurs d'armes, ils vont vraiment bien se tenir entre eux. Ils vont bien se soutenir aussi, là, donc ça va être plus dans la hiérarchie. Donc, finalement, au niveau des besoins, ça va être vraiment de se retrouver entre frères et sœurs d'armes, de se sentir compris et accepté, retrouver ce sentiment d'appartenance-là, se sentir de nouveau utile. C'est vraiment quelque chose qui va être dit par les vétérans, de vouloir travailler, se sentir utile comme ils étaient utiles pour leur pays. Puis retrouver, bien sûr, une routine stable. En effet, on pourra vous le partager ou vous pouvez prendre aussi un screenshot de cette diapositive-là qui est, j'ai deux diapositives, donc c'est quoi un résumé de nos services. Et c'est quelque chose qui était beaucoup dit là, par les organismes là, de savoir comment est-ce que je peux repérer que j'ai une personne vétérane devant moi, même s'il ne s'identifie pas nécessairement comme étant vétérane. Donc, quelques petits points qu'on peut retrouver facilement, puis on va penser à poser la question, est-ce que vous avez fait un service militaire? Puisque c'est important de poser cette question-là plutôt que de poser est-ce que vous êtes un vétéran, puisque souvent ils vont pas nécessairement s'identifier eux-mêmes comme étant des vétérans. Mais est-ce que vous avez fait un service militaire? Ben là, ça va être plus facile pour eux de pouvoir y répondre. Et le deuxième volet de la diapositive qui est au niveau des attitudes aidantes. Donc, c'est quoi les techniques, les interventions qu'on peut faire auprès de la clientèle qui va pouvoir vraiment les aider?
Et un petit résumé là, au niveau des anciens combattants Canada, je vais me concentrer davantage au niveau des attitudes aidantes, qui est vraiment de normaliser le vécu, ne pas alimenter le discours traumatique, ne pas poser de questions par curiosité non plus, là. Ça va être très important de les laisser y aller par eux-mêmes. Puis, bien sûr, le lien avec tout ce qui est les techniques pour intervenir auprès des personnes qui ont vécu un traumatisme, c'est de pas d'être vigilant puis de les informer sur les conséquences que ça peut faire, là, les réactions qui sont possibles d'avoir là, à la suite d'avoir parlé là, du traumatisme. Entretenir le lien de confiance, puisque les vétérans, autant au niveau qui sont méfiants, mais quand il y a un lien de confiance qui a été créé, il est très fort. Donc, de faire le petit pas, de pouvoir transiger entre les organismes, de référer personnellement, ça va être le petit pas de plus qui va vraiment changer les choses. Éviter de questionner par curiosité, offrir de l'accompagnement dans les démarches, être vigilant aux déclencheurs possibles du trouble de stress post-traumatique, autant dans notre bureau, des bruits, ce qu'on peut dire, hausser le ton, ça peut aussi déclencher le trouble de stress post-traumatique. Offrir un espace sécurisé et adapté aux besoins de la personne, puis connaître et appliquer les techniques d'ancrage en cas de dissociation. Maintenant, au niveau de nos services, le sentier, donc moi, je suis à Mirabel. On a 4 points de service au travers du Québec. On a bien sûr, oui, Mirabel. On a Moncton à Montréal. À Québec, on est proche de la base de Valcartier. Et on a aussi notre service d'hébergement à Dorval. Donc, dans tous nos points de service, on va offrir autant des ateliers pour pouvoir ressourcer, pouvoir regrouper en fait là, les frères et sœurs d'armes entre eux, retrouver ce sentiment d'appartenance-là. Donc, on a des ateliers autant au niveau d'art, de musique aussi. On a des séances de yoga qui sont données présentement virtuellement les mardis. Tous les services sont gratuits, confidentiels aussi. Puis au travers de nos 4 points de service, on va offrir le suivi psychosocial et l'accompagnement administratif. Je peux approfondir en fait là, les différents points de service. Pour ce qui est de Montréal, justement, on va donner aussi des cours de guitare. Il y a des cours de piano aussi qui sont donnés présentement par notre intervenant Pascal. Et justement, tout ce qui est accompagnement psychosocial administratif. Donc, on peut voir là un peu à ce que ça ressemble là, présentement à Moncton. Le point de service de Québec, il y a le programme de musique aussi, le soutien psychosocial professionnel. On a quelques photos de ce que ça ressemble. Mirabel, maintenant, là, nous, on est sur la même territoire physique là, que l'organisme Xsens, qui est un organisme qui offre de l'équithérapie pour toute personne qui le souhaite. Là, c'est des services qui sont payants. Toutefois, en fait, là, il y a aussi les services auprès de IVAC là, qui offrent Excense. Mais pour ce qui est des vétérans, en fait, on va offrir la retraite Pavert, qui est un 3 jours. C'est une retraite qui est gratuite, qui se donne 4 fois par année, donc 2 fois pour hommes, 2 fois pour les femmes, puisqu'ils ont des enjeux puis des besoins qui sont différents. Puis, ça va se concentrer vraiment sur comprendre puis analyser le stress post-traumatique, puis comment est-ce qu'on peut composer après ça avec cette blessure-là, toujours au travers du miroir du cheval. Fait qu'il va y avoir une séance autant d'information, plus de pratique si on veut, puis après ça, ben pas plus pratique, mais plus d'information, puis ensuite de ça, ils vont pouvoir aller se pratiquer, puis mieux se comprendre avec le cheval. Et il y a toujours le camp de jour pour enfants de vétérans qui est gratuit aussi. Efficience offre aussi un programme de bénévolat et d'intégration pour les vétérans. Donc, c'est vraiment adapté à leurs besoins, leurs limitations aussi. Il offre le temps qu'ils souhaitent, que ça soit 1 heure par semaine, que ça en soit 3, que ça soit 15 minutes. C'est vraiment en fonction de leurs besoins. Puis, on est formé aussi à bien comprendre la dynamique des vétérans. Donc, on peut repérer facilement là, quand un vétéran peut dépasser sa limite, puis le sensibiliser à bien se respecter. Puis, c'est pas mal ça pour le bénévolat, là. C'est vraiment, c'est pas seulement de travailler avec le cheval, mais ça peut être aussi de faire l'entretien là, pour Excense.
Et Mirabel, dans le fond, comme les autres points de service, on a les ateliers créatifs qui est présentement des modèles à coller et les cours de guitare aussi qui prennent une pause présentement mais qui peuvent repartir, puis le suivi psychosocial et administratif. Donc, on a des photos ici. Et Dorval, qui est notre programme d'hébergement pour les vétérans. Il y a des clubs de marche, programmes de musique et on a aussi, on reçoit les NA les jeudis soirs. Puis, pour ce qui est de l'hébergement, là, dans le fond, faut seulement être vétéran pour y avoir accès. Puis, il faut participer en fait, au plan d'intervention qui va être établi avec les intervenants. Faut être quand même en situation d'autonomie. Les intervenants sont pas là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, faut être en mesure quand même de bien être capable je cherche mes mots là, mais de pouvoir faire ton épicerie, de pas être en situation de crise en fait là pour avoir accès au service d'hébergement d'Orval. C'est un hébergement où est-ce qu'on a 15 logements. On a autant on a des studios des 3,5, des 4,5. Puis, c'est sûr qu'il y a un dépôt de 250 $ à faire à l'administration, puis il faut payer son loyer. Donc, on parle entre 616 et 852 $ par logement. Euh, c'est sûr qu'on peut tolérer au niveau de la consommation légale et bien sûr, ce que j'apprécie beaucoup de notre hébergement, c'est qu'on accepte les animaux tant qu'ils sont bien élevés puis qu'ils sont en mesure qu'on en prend bien soin aussi là. Donc c'est pas une limitation pour ça. C'est un hébergement qui est pas à long terme, là. C'est un hébergement qui est à court terme de 4 mois environ. Donc, on a des belles photos de nos logements. Fait que c'est pas mal ça pour l'hébergement de Montréal. Voilà. Merci beaucoup.